Bonjour à tous ceux en ligne aussi. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume Baltus, je suis gestionnaire de projet chez Nature Plus. Donc cette présentation, normalement, je devais la faire avec Elise Van der Beek, qui est malheureusement malade, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Euh, et donc, cette présentation vise à vous proposer des protocoles de suivi de la biodiversité à l'échelle du paysage, et ce, dans le cadre du projet CapFaune. Donc, je vais vous présenter le projet CapFaune en lui-même, et puis on discutera, je vous présenterai nos différentes propositions de suivi de la faune en forêt tropicale, spécialement dans le cadre des concessions forestières certifiées. Alors, un peu de contexte donc avec le projet CapFaune. Donc, les forêts, la gestion de la forêt en Afrique centrale est soumise à des exigences de loi nationale et plus particulièrement de la certification pour certaines d'entre elles. Et grosso modo, il est demandé aux gestionnaires de devoir suivre la faune et de devoir suivre l'impact qu'ont les forêts sur les populations animales qu'elles abritent. Donc, j'ai mis dans le cadre de la certification FSC, mais aussi PFC, qui est plus stricte puisqu'elle demande carrément un plan de gestion de la faune pour le concessionnaire. Actuellement, la méthode dite traditionnelle pour les inventaires faune, c'est le distance sampling par transect, du moins dans le Nord Congo. Alors c'est une méthode évidemment qui a des avantages, puisqu'elle est bien établie, largement utilisée, et donc elle est comparable. Elle propose une bonne couverture spatiale et permet l'estimation des densités animales. Malheureusement, elle présente aussi des inconvénients, puisque la méthode en elle-même est soumise à de nombreux biais et imprécisions. Le coût global pour la mettre en œuvre est assez élevé. C'est un travail, ça demande un travail de terrain qui est assez pénible. Euh, et donc, dans l'ensemble, c'est une méthode qui est peu appropriable pour les concessions forestières. Donc, pour vous donner un exemple, Nature Plus a supervisé l'inventaire faune pour une concession dans le Nord Congo par transect. C'est une zone qui couvre environ 1,12 million d'hectares. Et donc pour ça, nous avons déployé 6 équipes de 9 personnes qui travaillaient en parallèle pendant 6 mois à temps plein, uniquement pour la phase terrain. Et donc, dans l'ensemble, on se dit que ça ne permet pas un réel suivi de la faune, puisque typiquement dans le cadre d'IFO, donc la concession que nous avons inventoriée, le dernier inventaire remontait à 2014, et compte tenu donc des coûts et de la pénibilité du travail, ben, ils ont reporté, voilà, ils n'ont pas mis cette exigence-là dans le haut du panier de leurs investissements, et donc il a fallu attendre presque 9 ans avant de voir le second inventaire. Et donc, conclure sur l'évolution des populations animales après 9 ans, c'est touchy, puisqu'il y a beaucoup de choses, le paysage évolue énormément. Euh, et donc, voilà, d'où l'idée de ne permet pas un réel suivi de la faune. Vient à nous plusieurs opportunités, notamment le traitement des données par IA, la disponibilité des capteurs et coûts raisonnables, et l'émergence de nouvelles techniques d'inventaire comme l'ADN environnemental. Si vous voulez, jusqu'à maintenant, il existait déjà des techniques, en fait, donc on va le voir ensuite, mais les caméras trappes et l'acoustique ne sont pas du tout des techniques nouvelles. Ce sont des techniques qui, par contre, commencent à être, on peut les imaginer comme, elles commencent à devenir pertinentes, voilà. Parce que jusqu'à maintenant, la quantité de données à traiter était tellement immense que, en général, on laissait tomber. Et il existe sur des disques durs des terras et des terras de données qui sont simplement pas analysés par manque de temps. Donc on s'est demandé s'il n'était pas temps de changer de paradigme et de switch vers de nouvelles méthodes. D'où la création du projet CapFaune. Donc CapFaune qui est en fait l'acronyme de capteur acoustique, ADN environnemental et piège photographique. Et l'objectif de ce projet, c'est de développer des approches de suivi de la faune standardisées, à plus large spectre, idéalement moins coûteuses et réplicables dans l'espace et le temps. Donc nous avons pour cela déployé des grilles d'échantillonnage de 8 x 8 km², qui étaient constituées de 25 stations espacées de 2 km, ciblant les pistes animales. Donc pour chaque station, on a posé un piège photographique et prélevé de l'ADN environnemental sur les feuilles du sous-bois. On a également par-dessus cette grille posé une grille de 9 capteurs acoustiques qui, eux, étaient séparés de 4 km. Et on a prélevé de manière opportuniste 10 échantillons d'ADN dans l'eau qu'on trouvait, que ce soit des flaques, des cours d'eau, etc.
Donc voilà à quoi ressemble une grille. Donc vous avez les stations de type 1 qui comprennent tout, avec le capteur acoustique, le piège photographique et le prélèvement d'ADN sur les feuilles. Les autres stations ne comportent pas, donc les stations de type 2 ne comportent pas de piège photographique. Et enfin, donc de manière opportuniste, un petit peu partout sur la grille, les prélèvements d'ADN dans l'eau. Donc on a placé 4 grilles selon un gradient d'historique d'exploitation dans différentes unités d'aménagement du territoire. Alors, le gradient d'exploitation, normalement, nous donnait également un gradient de pression anthropique, et on a fait en sorte, évidemment, de les espacer spatialement, de les disperser spatialement. Alors, qu'est-ce que tout cela nous a donné? Eh bien, nous avons réussi à détecter, avec l'ensemble de ces méthodes, un total de 167 espèces, pardon. Donc une grande majorité d'oiseaux, on le verra avec l'acoustique, mais également des poissons, des amphibiens et 2 espèces de reptiles. Alors, en ce qui concerne les pièges photographiques, on a utilisé une intelligence artificielle qui est développée par l'organisme WildEye. Donc ça s'appelle TrapTagger, c'est une plateforme en ligne qui permet donc de télécharger vos données photos. Et au moment où nous l'avons utilisé, TrapTagger permettait de classer les images vides des images qui contenaient effectivement un animal et de regrouper les événements en clusters. Donc les photos appartenant à un même événement étaient regroupées dans un groupe. Et donc ça déjà, ça permet de gagner un temps énorme, puisque si je dis pas de bêtises, les 60 000 photos que nous avons récoltées ont été traitées en 24 heures de travail. Donc voilà, c'est un outil qui propose des détections automatiques d'animaux, mais pas d'identification, qui reste manuelle. Donc il a fallu passer une à une chaque photo pour identifier les animaux qui s'y trouvaient. L'ADN a quant à elle été analysé, donc l'ADN sur feuille et dans l'eau, par le GECOLAB, donc le laboratoire de génétique et conservation de l'ULiège. Un bref petit mot sur comment fonctionne l'ADN environnemental. Donc l'idée est que les animaux ah oui, le pointeur s'affiche là, c'est super. Donc les animaux produisent des fragments, enfin, lâchent des fragments d'ADN dans l'environnement. Donc ces fragments d'ADN peuvent se retrouver dans l'eau, sur le sol, sur les feuilles, ou dans le cas particulier des insectes piqueurs qui vont sucer le sang, on va pouvoir récupérer ce sang et l'analyser pour voir quels animaux ont été piqués. Ensuite, on va récupérer ces échantillons qui contiennent de l'ADN, faire du métabarcoding et identifier les espèces animales pour retrouver l'ensemble des espèces détectées et donc qui sont présentes normalement dans la forêt. Donc échantillon d'environnement, c'est un terme un peu particulier, donc ça peut concerner plein de choses, donc notamment le sol, l'eau ou les feuilles, comme on l'a vu, mais dans le cadre de Capfaune, on s'est limité uniquement aux échantillons d'eau et de la poussière sur les feuilles. Donc l'idée, c'est en ce qui concerne l'échantillon d'eau, c'est de filtrer des cours d'eau ou des points d'eau stagnantes avec une pompe péristaltique. Donc on va faire passer l'eau dans une capsule avec des pores très petits, récupérer tous les sédiments qui s'y trouvent et puis envoyer cette capsule en analyse dans un laboratoire. Et donc l'idée, c'est de se baser sur soit un MNT, soit avec les cours d'eau, les cartes des cours d'eau disponibles pour récupérer l'eau puisqu'on est dépendant de l'hydrographie du terrain. Donc sans trop rentrer dans les détails, l'idée c'est de saturer la capsule avec un maximum de sédiments, d'évacuer l'eau, de remplacer par de l'éthanol qui va venir empêcher la dégradation de l'ADN et de collecter toutes les métadonnées liées au point de prélèvement sur le terrain. En ce qui concerne les feuilles, c'est l'idée est simplement de collecter de la poussière accumulée sur les feuilles de la végétation des sous-bois. Donc pour ceux qui ont déjà été en Afrique centrale, les sous-bois sont assez denses, et donc c'est facile de trouver des feuilles, et sur ces feuilles, il y a de la poussière qui peut être donc des fragments de poils, de peau, n'importe quoi. Et simplement en venant frotter avec un écouvillon, un coton-tige, la surface des feuilles, on va pouvoir récolter de l'ADN et identifier les animaux qui sont passés par là. Et donc pour ce faire, on a développé un protocole qu'on espère, enfin, pour standardiser l'opération, on a développé ce protocole. Donc l'idée était de frotter 3 fois 100 cm² par strate,
Et donc, on a développé 3 strates, une au sol, donc avec uniquement les feuilles qui étaient mortes tombées au sol, entre 0 à 50 cm, et puis entre 50 à 1 mètre du sol. Et donc, on avait 3 écouvillons par station, un par strate, et on essayait de choisir des feuilles différentes avec différentes rugosités, différentes tailles qui appartenaient à différentes espèces. Donc, les 3 écouvillons ont été rassemblés dans le même tube d'éthanol, donc de l'éthanol à 96% pour fixer l'ADN, et évidemment, on collectait les métadonnées liées au site. Voici ce que ça donne au final quand on compare toutes les espèces détectées par l'ADN et par les caméras trappes. Donc j'ai traité les données acoustiques à part parce que elles visent des groupes d'espèces différents, et donc on reste quand même dans une logique comparative, j'ai séparé ceci. Mais donc voilà, on voit ici que c'est l'ADN feuille qui a détecté le plus d'espèces. Ce sera plus parlant dans la dia suivante. Et ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est que on a mis, je ne sais pas si ça se voit bien, mais en évidence les animaux, les vertébrés terrestres de plus de 500 grammes en noir. Le reste, c'est en gris foncé ici. Et donc on se rend compte que l'ADN n'apporte strictement rien en termes de détection d'espèces par rapport aux caméras trappes, puisque toutes les espèces, tous les vertébrés terrestres de plus de 0,5 kg sont détectés par les caméras trappes. Par contre, on voit que l'ADN permet d'aller plus loin dans l'identification des espèces, là où la caméra peut être limitante, notamment en ce qui concerne les groupes des petits animaux, notamment les mangoustes ou les rongeurs. Voici les courbes d'accumulation pour l'ADN et pour les caméras trappes. Alors, on atteint un plateau pour les caméras trappes et non pas pour l'ADN environnemental, ce qui indique qu'on n'a pas exploité le plein potentiel de cette méthode-là. Et on voit que donc ici, en termes de nombre d'espèces détectées, c'est l'ADN sur feuille qui l'emporte avec un total de 66 espèces détectées. Alors voici les courbes d'accumulation pour l'ensemble de toutes les stations combinées. Alors le graphique ici n'est pas très parlant pour les pièges photographiques parce qu'en fait l'abscisse est contractée, mais on atteint un plateau en fait très rapidement à 407 caméras jour, et on n'atteint pas de plateau pour toujours pas de plateau donc pour l'ADN environnemental. Alors, en ce qui concerne les oiseaux, ici, je vais vous parler d'acoustique. Donc, je vais vous parler rapidement du modèle qui a permis la détection automatique des oiseaux sur les données acoustiques. Donc, j'ai utilisé Burnet. Donc, rapidement, le principe de Burnet, c'est qu'il va récupérer, donc on va lui charger les données brutes. Il va les découper en segments de 3 secondes. Parmi ces segments de 3 secondes, il va détecter un maximum des différentes espèces et proposer des probabilités différentes. Et ensuite, passer toutes ces probabilités dans le masque d'eBird, qui va reprendre les occurrences et la répartition spatiale de ces espèces, et proposer une seule prédiction finale avec un coefficient de certitude. Alors, je me suis rendu compte que Burnet faisait des erreurs, et donc l'idée était que je confirmais la présence d'une espèce à l'échelle de la grille si je détectais au moins une occurrence qui correspondait effectivement à l'espèce détectée. C'est clair? Donc ça veut dire que je n'ai pas pu sortir d'informations à l'échelle de la station, mais uniquement à l'échelle de la grille. Voici ce que ça donne lorsqu'on s'intéresse uniquement aux oiseaux sur l'ensemble des méthodes. Donc, une écrasante majorité pour les capteurs acoustiques, évidemment, qui sont beaucoup plus performants, avec des outils beaucoup plus performants pour détecter les oiseaux. Oui, voilà. Et donc, ensuite, concernant les éléphants, on a également fait un inventaire acoustique pour les éléphants.
Pour ça, nous avons suivi une formation à Cornell, le Cornell Lab of Ornithology. Ils ont une section qui s'appelle l'Elephant Listening Project, qui est active depuis maintenant plus de 10 ans, au moins. Et eux sont vraiment concentrés sur la détection des éléphants, mais également des coups de feu par acoustique. Et donc voici typiquement, ça c'est le cas d'école d'un cri d'éléphant. Donc ici c'est vraiment le rêve moite de tous les acousticiens qui travaillent avec les éléphants. Ça c'est uniquement ce que vous avez lorsque l'éléphant est très proche. Et donc en fait, dans la réalité, ça n'arrive quasiment jamais. On va uniquement retrouver, voilà, c'est la fréquence principale, la fréquence dominante ici, l'harmonique dominante, pardon, qui est celle qui subsiste sur de longues distances. On estime qu'un cri d'éléphant comme ça, un grondement peut être détecté à maximum 2 km en forêt dense humide. Et donc l'idée, c'est de mettre toutes les données, de nourrir un modèle avec toutes les données, et ce modèle, qui n'est pas une intelligence artificielle, va regarder tout ce qui lui semble ressembler à un grondement d'éléphant, mettre une petite box autour, et l'idée, ça va être de vérifier chacune de ces détections pour estimer la performance du modèle. Ici, comme on ne savait pas, on n'avait aucune idée de la performance du modèle sur ces sites, on a conservé un coefficient de certitude de 0,2. Et donc, chacune des 133 881 détections ont été vérifiées, ce qui m'a permis de déterminer un coefficient, enfin une précision de 0,657%, avec 880 vrais positifs parmi toutes ces détections, et un rappel à 5%. Donc, la précision, c'est la proportion de vrais positifs sur le nombre de détections totales. Le rappel, c'est la proportion de vrais positifs parmi l'ensemble des vraies émissions captées dans les données brutes. Et donc, pour estimer le rappel, eh bien, je dois écouter, ou plutôt regarder les spectrogrammes sur une proportion de mon ensemble de jeux de données brutes. Et donc, j'ai pas fait surtout parce qu'on a environ 1 an et demi de données brutes en termes de longueur d'audio sur l'ensemble des 36 capteurs déployés. Donc, j'ai analysé 5%, et parmi ces 5%, j'ai découvert uniquement 2 grondements qui n'avaient pas été détectés par l'algorithme. Et donc, en général, la précision et le rappel sont liés, sont inversement liés. Quand on veut un bon rappel, on doit se contenter d'une faible précision et inversement. Donc ici, visiblement, le modèle est performant puisque il détecte presque tous les cris d'éléphant lorsqu'on lui demande une faible précision. Donc l'idée ici, c'était vraiment de tester le modèle. On n'en a pas vraiment sorti des informations intéressantes scientifiquement parlant. Mais voilà, on se rend compte qu'avec un peu de sueur et un peu de temps, on arrive à avoir des données qui sont visiblement assez intéressantes, compte tenu de la performance du modèle. Et l'idée est que si CIB, là où on a déployé les capteurs, veulent réitérer cette expérience-là, réitérer ce suivi-là, ils pourront simplement se baser sur les résultats obtenus ici, puisqu'a priori les capteurs seront les mêmes et l'environnement sera le même, le modèle sera le même, et donc uniquement passer en revue, nourrir le modèle, et puis obtenir les différents résultats et appliquer ces taux ici pour avoir une estimation rapidement du nombre réel de grondements d'éléphants. Alors, je me suis amusé à comparer le RAI des caméras trappe et des capteurs acoustiques. Alors, on se rend compte qu'ils sont liés, pour autant le R carré est égal à 0,44. Donc, voilà, tout n'est pas expliqué. Ceci certainement en grande partie parce que, pour des raisons logistiques, les caméras trappe n'ont pas été déployées en même temps que les capteurs acoustiques. Les capteurs acoustiques ont été déployés au moment de la récupération des caméras. Alors, en ce qui concerne les coups de feu, exactement la même idée. Je vais passer un peu plus rapidement là-dessus. Voici typiquement à quoi ressemble un coup de feu. C'est vrai que précision importante pour les grondements d'éléphants. En fait, la détection se fait visuellement. Les grondements d'éléphants ne sont pas audibles pour l'oreille humaine. Et donc, l'idée est de passer les données dans
logiciel qui va ressortir des spectrogrammes et de regarder si le spectrogramme ressemble à un grondement d'éléphant. Pour les coups de feu, heureusement, ils sont audibles. Et donc, on a déjà une bonne indication avec le spectrogramme pour passer rapidement en revue un large jeu de données. Mais on aura la confirmation à l'oreille pour différencier notamment d'un craquement de branche ou du tonnerre. Donc ici, le modèle est supposé être plus performant, donc on s'est permis de garder une certitude plus élevée. Pour autant, donc la précision reste vraiment pas terrible, 0,63. Donc on s'attendrait à un bon rappel, mais qui n'est pas terrible non plus, uniquement 66%. Et donc là, un petit peu déçu de la qualité de ce modèle-là. Et donc on n'a pas trop d'explications de pourquoi il a si peu performé au global. Mais on a quand même réussi à avoir des résultats intéressants ici pour les coups de feu en termes d'activité de chasse, puisqu'on a pu montrer à la CIB qu'il y avait une zone qui était particulièrement soumise à une pression de chasse, avec ici 127 coups de feu détectés durant la période de déploiement. Hein, on se rend compte que c'est beaucoup plus faible que les autres grilles. Donc c'est la grille qui se situe ici, et qui est en fait la grille où a lieu pour l'instant la prospection. Et donc où il y a des léons qui sont ouverts sur tous les 100 mètres. Or, ils ne s'attendaient pas du tout à ça, parce qu'ils pensaient que la pression de chasse venait après l'exploitation, donc après le retrait des machines, après le retrait en fait, de la CIB qui passait à une autre zone. Et donc ici c'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir anticiper les prochaines sessions de prospection en renforçant donc la lutte anti-braconnage dans ces zones-là, à ces périodes-là. On se rend compte également que la grosse majorité des coups de feu ont été tirés de nuit, ce qui légalement là-bas au Congo est illégal, et également une proportion intéressante de coups de feu qui est tiré le week-end. Et donc on pourrait penser, là c'est compliqué de conclure, mais soit de se dire que eh bien, ce sont les employés de la CIB qui le week-end ont leur temps libre et vont chasser, ou alors que les braconniers voilà, sont au courant de patrouilles qui sont plus faibles le week-end. Mais voilà, on se rend compte quand même que dans certaines zones, 64% des coups de feu ont lieu uniquement le week-end. Donc, pour vous donner une synthèse globale, les caméras trappes, on en conclut que c'est une excellente méthode pour cibler les moyens à large mammifères terrestres. L'ADN environnemental, sur les feuilles en tout cas, permet de toucher une diversité plus importante. Et l'acoustique, aujourd'hui, est intéressante pour les éléphants et les coups de feu. Alors, j'ai grisé les oiseaux parce qu'il faut quand même des connaissances ornithologiques assez poussées pour valider les détections, puisque je me suis rendu compte que Burnett faisait beaucoup d'erreurs à l'heure actuelle. Ça viendra en s'améliorant avec l'amélioration des modèles, puisqu'aujourd'hui, en fait, on manque de données en Afrique centrale. Mais voilà, pour l'acoustique, aujourd'hui, on est limité à ces trois domaines. Avec les caméras trappes, on va pouvoir faire de l'estimation d'abondance, de la richesse, de l'occupation, des rythmes d'activité. On pourrait faire de l'estimation d'occupation avec l'ADN, mais c'est vraiment intéressant uniquement aujourd'hui pour la richesse et certainement pas pour de l'abondance. Pour l'acoustique, en fonction du domaine visé, on peut faire également de l'abondance, de la richesse, de l'occupation, voire du rythme d'activité. Mais aujourd'hui, ça marche pas trop. Oui, les caméras et les capteurs acoustiques sont réutilisables là où l'ADN, ce sont des kits jetables. Et le travail de terrain est double pour l'acoustique et pour les caméras trappes, puisqu'on considère qu'il y a une phase de déploiement, une phase de retrait des capteurs. En termes de coût par appareil, l'ADN est bien moins cher à l'achat des kits, même si l'analyse reste tout de même non négligeable. Les capteurs acoustiques sont les plus chers. On a utilisé des capteurs qui coûtaient 450 € pièce. Et les caméras trappes, pour vous donner une idée, c'est environ entre 100 et 200 € pièce. Alors on estime un taux de perte de 20% par déploiement. Pour les analyses, on a estimé environ 4 000 € pour 1000 caméras jour.
environ 5 000 € pour 25 échantillons d'ADN et 4 000 € pour 9 capteurs acoustiques déployés pendant 30 jours. On atteint un plateau à environ 380 caméras jour dans le cas de Capphone. Au niveau, ici on l'a estimé en faisant une modélisation, à environ 48 échantillons d'ADN sur les feuilles, et on n'a pas réussi à estimer quoi que ce soit pour l'acoustique. Voilà, ça c'était pour les résultats de Capphone. Je vous propose maintenant de passer au cœur du sujet avec la proposition de protocole. L'idée est de rester sur une grille d'échantillonnage de 8 x 8 km², et on a posé une grille pour 5%, qui représente environ 5%, donc une grille pour 1280 km² à échantillonner. En niveau 1, donc on a réparti les différents protocoles par niveau, du moins coûteux, du plus simple au plus coûteux, au plus compliqué. Donc l'idée pour le concessionnaire est de choisir un des niveaux en fonction de ce qu'il souhaite et du budget qu'il peut allouer. Et donc pour le niveau 1, on a choisi de conserver une méthode qui n'a pas été employée dans le cadre du projet Capphone, mais qui a fait ses preuves depuis maintenant bien longtemps, qui est le réquet guidé. Réquet guidé qui simplement consiste à se déplacer en forêt sur les chemins de faible résistance, typiquement des pistes d'animaux, et de récolter les indices qu'on va pouvoir y trouver, les indices de faune ou indices de chasse. C'est une méthode qui a évidemment ses limites, puisque on n'a aucune info sur les probabilités de détection. On n'a affaire qu'à des indices indirects, mais on considère quand même que c'est mieux que rien, et que pour les concessions qui souhaitent allouer un petit budget au suivi de la faune, mais quand même faire quelque chose, ça reste une méthode intéressante. Voilà. Donc une intensité d'environ 0,5 km par km² à inventorier, donc 32 km à parcourir par grille. Donc voilà, ça cible les moyens et gros mammifères uniquement, éventuellement par observation directe. Pour en avoir fait, ça ne marche pas. Et l'abondance des indices liés à l'abondance réelle des animaux, intensité de chasse. Oui, parce que les deux sont supposés liés. Et ici aussi, c'est touchy parce que c'est compliqué de conclure sur une diminution des populations, une diminution réelle, uniquement en se basant sur la diminution des indices. On se rend compte en fait qu'il y a un décalage entre les deux. Et donc parfois c'est trop tard. Lorsqu'on constate une diminution des populations par diminution d'indices, souvent la population est déjà complètement HS. Pour le niveau 2, simplement une grille de pièges photographiques de 25 pièges photographiques, donc placés sur les stations là où sur les pistes animales. Voilà, on a déjà vu tout ça. Minimum 40 jours de fonctionnement pour atteindre 1000 caméras jour, ce qui est recommandé par la littérature. Et donc pour l'analyse des données, on a aujourd'hui des algorithmes de détection des animaux. Alors, il faudrait que je rechipote, mais sur TrapTagger, ils ne proposent plus uniquement la détection d'animaux. Ils imposent maintenant une classification automatique. Donc, pourquoi pas, je vais retester ça. Mais a priori, ça veut dire qu'ils auraient sorti un modèle qu'ils jugent assez performant que pour pouvoir directement identifier les animaux automatiquement. Et donc voilà, cible principalement les grands et moyens mammifères terrestres ou semi-arboricoles. Le niveau 3 vise à ajouter des requêts entre les stations de pièges photographiques pour avoir des infos sur les indices de chasse. Donc ce seront des requêts uniquement destinés à récolter des infos sur les indices de chasse pour pouvoir en même temps faire de la lutte anti-braconnage. Cette méthode ici augmente considérablement le temps de terrain, puisque c'est pas du tout optimisé pour on dirait pas comme ça, mais c'est pas du tout optimisé en fait sur le terrain pour le placement de tous les pièges photographiques en termes de temps. Et donc on doublerait environ le temps de terrain avec cette méthode-là. Mais elle permet de récolter des indices de chasse. En niveau 4, l'idée d'ajouter sur les grilles de pièges photographiques des capteurs acoustiques pour toucher un plus grand nombre d'espèces. Même si aujourd'hui on ne le recommande pas vraiment aux concessions forestières, ce qui est en fait limitant, c'est toujours les outils de traitement pour l'acoustique. Et ces outils évoluent à une vitesse folle.
Et donc, je ne serais pas étonné que d'ici 1 an ou 2, on change complètement de discours et que on ait effectivement des outils qui soient accessibles au grand public pour le traitement des données acoustiques. Mais voilà, aujourd'hui, le 4 juin 2025, on n'y est pas encore. Le niveau 5, le niveau ultime, le plus cher, le plus meilleur, c'est une combinaison en fait de tout. Pour donc les concessions qui auraient le budget évidemment pour ça et qui auraient foi en l'évolution des outils de traitement. L'idée, ben voilà, c'est de faire en fait ce qu'on a fait pour Capphone, mais en optimisant le placement des caméras pour couvrir un maximum de surface pour faire du requiem guidé avec la détection d'indices de chasse. On n'a pas parlé d'ordre environnemental pour le suivi parce qu'il faut dire que c'est absolument pas adapté en fait. Et donc on la propose uniquement dans le cadre de l'investigation d'une nouvelle zone et ou par l'obtention de crédits de biodiversité. À entrer dans ce débat-là. Mais a priori, voilà, on ne la recommanderait pas pour le suivi de la faune. C'est pas prévu pour, puisqu'on n'a aucune info sur l'évolution des populations avec cette méthode-là. Ici, un aperçu sur une seule dia de tout ce que proposent les différents niveaux. Donc, on se rend compte que c'est un niveau croissant. Alors, on est parti du postulat de base que les transects, donc symbolisés ici par la flèche et grisés, étaient moins informatifs et plus coûteux. Et donc, dans la dia suivante, ici, on a fait une estimation du coût d'une telle méthode pour un échantillonnage similaire. Et on se rend compte effectivement qu'on est à plus du double dans selon la littérature. Ici, c'est selon la méthode de calcul utilisée pour estimer les coûts des autres méthodes par rapport à la méthode la plus chère. Évidemment, ici, la grande critique qu'on pourrait faire, c'est que les transects permettent de couvrir l'entièreté de la zone, puisqu'on va essayer de les dispatcher sur toute la zone. Mais dans l'idée d'un échantillonnage à 5%, ça reste la méthode la plus coûteuse et de loin. En termes de temps de travail, également, c'est la méthode la plus demandante, surtout pour le temps de travail sur le terrain. Et donc ici, sur la période de collecte, on se rend compte que jusqu'au niveau 3, on peut combiner cette opération avec autre chose, puisqu'on estime seulement un demi-équivalent temps plein. Et donc, c'est une information qui est importante à prendre en compte pour notamment les cadres dans les concessions forestières qui seraient amenés à gérer ce genre de déploiement après formation, évidemment, pour voir s'ils peuvent combiner ce genre d'activité avec ce à quoi ils ont affaire tous les jours normalement. Alors, un article a été soumis à Conservation Biology, article qui est porté par Elise van der Beek. Donc voilà, on attend des nouvelles. C'est un article ici donc qui se concentre uniquement sur la comparaison de l'ADN environnemental et des pièges photographiques. Donc on n'a pas pris en compte les capteurs acoustiques dans cette comparaison-là, puisqu'on a vu que ça, voilà, c'était pas pertinent, ça ne ciblait pas les mêmes espèces. Et en perspective, ici, ce projet contribue à l'idée des crédits biodiversité. Et le Saint Graal serait d'arriver à un réseau de suivi permanent de la faune par capteur autonome. Donc, on contribue à ceci. Donc, capteur autonome, l'idée est que les données sont directement traitées sur le terrain et envoyées sur un serveur uniquement sous forme de CSV. Et donc, un réseau de suivi permanent de la faune, comme on pourrait avoir avec le réseau d'INAFAC, avec des stations qui soient permanentes, qui soient régulièrement inventoriées pour avoir une réelle idée de l'évolution des populations dans différents sites en Afrique centrale au moins. Et voilà. Merci bien.